Bienvenue dans cette conférence. Pour le bien et le confort de tous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons coupé les micros de tout le monde. Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser en bas à droite de votre écran, où il y a un petit module exprès pour pouvoir le faire. De quoi allons-nous parler dans cette conférence? Nous allons parler en fait d'une démarche green, green dans le sens vertueux des économies d'énergie des émissions de CO2. Et en fait, de quoi va-t-on parler plus précisément? On va parler surtout de consommation de ressources, autres que les matières premières qui rentrent dans le processus, le personnel et le temps, qui sont on va dire les composantes habituelles. Et ce dont nous allons nous occuper, ça va être les énergies, donc tout ce qui est électricité, chaleur, froid, tout ce qui est ressources naturelles telles que l'eau ou autres. Et aussi, on va parler surtout à la fin des émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'autre démarche, lorsque l'on rentre dans une démarche green, dans ce que l'on veut mettre en place un peu cette volonté d'amélioration des consommations et des énergies, en fait, c'est bêtement commencer par les outils de base du lean management, qui sont à la fois les gaspillages et le 5S, c'est ce qu'on appelle l'inspection initiale. Alors, dans les gaspillages, on va retrouver bien évidemment nos 7 gaspillages habituels. Alors, dans cette présentation, je présuppose que vous connaissez déjà en partie le lean avec quelques outils et sur lequel nous allons pouvoir en fait digresser sur les sujets. Là, ce qui se passe, c'est lorsque l'on fait de la surproduction, et nous allons voir un exemple un peu plus tard, forcément, nous allons utiliser de l'énergie, on va consommer de l'énergie pour faire du chauffage, pour fabriquer le produit, qui vont être inutiles et qui vont rester sur place. Lorsque l'on va faire aussi du stockage, on va utiliser beaucoup d'énergie pour pouvoir stocker, chauffer, refroidir, éclairer l'espace de stockage. Typiquement, on va avoir énormément de place qu'on pouvait stocker, et donc voilà une petite illustration de ce qu'on peut avoir. Mais aussi, on peut avoir l'extrême opposé, où on a un espace de stockage qui est très très vide, et sur lequel, en fait, on a un volume à utiliser, à éclairer, à stocker, à chauffer, qui va être beaucoup plus grand que nécessaire par rapport à notre besoin. Donc, il ne faut pas aller dans les deux extrêmes. Les gaspillages suivants, ce sont les déplacements et les mouvements. Donc forcément, lorsqu'on déplace des choses, lorsqu'on utilise un véhicule motorisé pour pouvoir déplacer les choses, eh ben, il va falloir utiliser de l'énergie, et souvent c'est du gasoil. Alors le but du jeu, c'est les illustrations un peu comme ça, où on a beaucoup de chariots élévateurs qui se déplacent pour pouvoir déplacer les trucs, et des matières premières, des palettes, et ainsi de suite. Et on va avoir utilisé beaucoup de conversion pour ça. Et il faut surtout éviter d'aller à cet extrême où on a un plateau semi-remorque qui va nous permettre de déplacer quelque chose qui est très petit de manière volumineuse. Donc, observer un peu tous ces gaspillages, aller les regarder et identifier ce que l'on voit. On va pouvoir faire des sources d'économie, d'énergie, de consommation de gasoil, de consommation d'électricité aussi. De la même façon, pour la non-qualité, on va consommer de l'énergie pour pouvoir fabriquer un produit, on va consommer de l'énergie pour pouvoir réaliser notre produit, et par contre, pour pouvoir aussi faire tout ce qu'on appelle les reprises-retouches, eh ben, on va aussi avoir de l'espace nécessaire, on va avoir du chauffage, on va avoir de l'éclairage, donc on va consommer de l'énergie supplémentaire par rapport à notre besoin, et qui va falloir. Donc ici, typiquement, on est dans une entreprise de fabrication de bière, et puis on a un espace qui permet en fait de faire revenir des bouteilles qui auraient été mal lavées, et donc on a un convoyeur, on a un moteur, on a un différent système qui, parce qu'on l'a pas fait bon du premier coup, vont nous obliger à pouvoir refaire en fait un certain nombre d'opérations, et qui vont permettre qui nous vont obliger de travailler de manière un peu plus supplémentaire, et encore une fois consommer de l'énergie. Les gestes inutiles ou la surqualité et ainsi de suite, c'est pareil, on va consommer beaucoup plus d'énergie que nécessaire par rapport à notre besoin. Et tout ce qui va se passer aussi dans les attentes, dans les gaspillages d'énergie liés au chauffage, à l'activation, parce que forcément, lorsque le produit attend d'être transformé, et bien pendant ce temps-là, on est obligé de consommer. Alors, il faut donc pouvoir faire la transformation des gaspillages que l'on a habituellement dans le lean management, où on va surtout s'intéresser à une notion de temps, de consommation de temps, de perte de temps, et d'utilisation du temps qui va nous permettre en fait qui fait en sorte que nous ne soyons pas au optimum. Et forcément, tout ce temps consommé, tout ce temps qui n'est pas consacré à faire de la valeur ajoutée, c'est aussi de la consommation d'énergie qui va faire en sorte que
nous n'allons pas être optimum en termes de consommation. Donc on voilà, donc on commence par les bases, par les gaspillages, c'est l'outil minimum par lequel on commence. Et puis après, l'outil suivant qu'on utilise souvent lorsqu'on rentre dans une démarche lean, c'est d'utiliser les 5 S et l'inspection initiale. Alors l'inspection initiale, c'est on va un petit peu plus loin, mais c'est le principe d'aller de faire une 5S d'une machine. On va faire en sorte que la machine revienne dans son état normal et on va aller chercher un peu toutes les fuites, tous les problèmes qu'il peut y avoir sur une machine. Donc quelques illustrations sur lesquelles on peut voir des consommations d'eau typiques où les robinets ne sont pas ouverts, les robinets sont ouverts et en fait l'eau va couler par terre, ou sur l'image de gauche, une fuite qui est réparée avec un bout de chiffon, un bout de plastique et qui est censé pouvoir retenir l'eau qui s'écoule. Donc ça, encore une fois, c'est des choses que l'on voit lorsqu'on fait du 5S et il faut vraiment utiliser l'outil 5S pour pouvoir identifier ce genre de choses. Autre chose que l'on peut voir lorsqu'on fait du 5S, lorsqu'on fait une inspection initiale ou lorsqu'on fait un tour de terrain, c'est toutes les isolations qui sont utilisées pour la vapeur, qui ne sont plus étanches et qui font que la tuyauterie, il y a des pertes de chaleur au fur et à mesure de la tuyauterie et dans laquelle on va pouvoir faire des économies si on revient dans un état normal ou si l'isolation se met en place. De la même façon, des choses qui sont faites pour pouvoir améliorer les choses. Donc ici, c'est sur un pasteurisateur pour dans une mine de bière, où il y a un marquage qui a été mis en place. Donc c'est le zoom que vous voyez sur la photo de droite, où on a un repère entre le vert et le rouge, où on voit que le carter est pas tout à fait aligné par rapport à ce qu'il devrait être. Et en fait, cela engendre de la consommation d'énergie, donc de la vapeur qui va sortir par cela, parce que la fermeture de la machine n'est pas étanche, et donc de la consommation d'énergie inutile qui va devoir être retravaillée. La même chose, on peut regarder aussi dans ce qu'on appelle les gestes inutiles, donc ils vont être liés à un peu ça. Dans la ligne, il y a des filtres sur la machine, donc forcément quand ces filtres sont bouchés, la circulation de l'eau, du liquide utile est pas forcément correcte et en fait on va consommer de l'énergie. Donc il faut encore une fois nettoyer les filtres de temps en temps. Mais là, de la façon dont c'est fait, on va nettoyer les filtres comme sur la photo de gauche par terre et qui va faire en sorte que toute la boue qui se retrouve dans les filtres, il va falloir la renettoyer d'une manière supplémentaire au sol et donc reconsommer encore un peu plus d'eau que nécessaire. Donc là, par exemple, typiquement, ce qui avait été fait dans une usine, ça avait été de pouvoir faire une sorte de boîte dans laquelle on installe les filtres et qui permet de nettoyer les filtres correctement, d'éviter des projections au sol par terre et avec un écoulement dans le drain d'évacuation qui est dans le sol et qui va permettre d'éviter de nettoyer un certain nombre de choses et de consommer trop d'eau par rapport à l'opération que l'on veut faire. Autre exemple de choses que l'on peut voir sur des lignes, on voit que sur la partie gauche, sur l'image de gauche, on a un certain nombre d'électrovannes qui permettent de piloter le lubrifiant qui va être utilisé sur les machines. Et la vanne qui est censée être utilisée pour pouvoir travailler est bypassée et le robinet de bypass est ouvert. Donc en fait, elle est complètement inutile, cette électrovanne. Et ce que l'on voit, le résultat, c'est sur l'image de gauche, même lorsque le convoyeur est arrêté, lorsque il n'y a plus de produit sur le convoyeur, on continue à projeter du lubrifiant et qui va se retrouver au sol directement. Donc encore une fois, on fait de la consommation inutile d'énergie, de produits aussi. Je vais vous parler de ressources inutiles, de ressources. Il y avait l'eau, il y a le lubrifiant, il y a d'autres choses comme ça. Et on peut aller encore aussi plus loin. Là, typiquement, une petite vidéo, mais c'est un moteur qui travaille, donc il fait tourner le convoyeur qui est en dessous des casiers à bouteilles, et on voit que en plus des frottements qui sont engendrés, des secousses qui sont faites dans la vidéo, on consomme de l'énergie pour rien, puisque en fait le moteur va chercher à faire bouger les casiers à bouteilles, alors que ceux-ci sont bloqués, et en plus on a du frottement, de l'usure de la chaîne du convoyeur en dessous, et qui va en faire en sorte que on va encore consommer de l'énergie, et on amplifie le système par le fonctionnement. Donc,
tout ça pour dire que déjà, bêtement, entre guillemets, en utilisant les outils de base du lean management, vraiment le B à bas du lean management, on va déjà pouvoir voir un certain nombre de choses qui sont liées à la consommation d'énergie, à la consommation de ressources, que l'on va pouvoir résoudre de manière un peu plus, de manière assez simple. C'est juste de l'organisation, c'est juste du fonctionnement, mais déjà, rien qu'en regardant un peu ces parties-là, on va pouvoir commencer à diminuer et surtout commencer à mettre un état d'esprit dans le mindset, dans le comportement des gens, qui est la recherche d'économie sur l'énergie, sur le fonctionnement, donc sur la consommation d'eau, d'électricité, de tout ce que l'on peut avoir, de chaud, de froid, et ainsi de suite. Après, si on rentre un peu plus loin dans les outils Lean, on peut utiliser d'autres principes qu'on va voir juste un petit peu avant, juste un petit peu après, pardon, sur lesquels on va pouvoir commencer à regarder un peu le fonctionnement des outils Lean. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas forcément, et vous êtes rendu compte que j'utilise beaucoup là, dans cette présentation de support de fonctionnement d'une brasserie. Dans une brasserie, il y a énormément de températures différentes. On va de 50 à 72 degrés pour faire le brassage, donc pour pouvoir commencer à fabriquer le mou. Ce mou va être passé à une température de 100 degrés pour pouvoir être purifié, entre guillemets, nettoyé euh, de, des gènes ou des bactéries qu'il pourrait y avoir dans le mou. Et puis on va aller dans un procédé où on va refroidir ce mou à une température de 12 à 20 degrés pour pouvoir faire la fermentation. Et puis après, pour aller au niveau de la garde, qui va se faire passer à 1 degré. Alors la garde, en fait, ça se passe dans un certain nombre de fûts qui sont, on va dire, une forêt de fûts, un nombre assez important. Et donc forcément, vous comprenez bien que ces fûts-là, pour les tenir à une température de 1 degré Celsius, c'est assez compliqué et c'est assez, il faut pouvoir les maintenir en température. Et le but du jeu, c'est de n'utiliser un certain nombre de fûts que de manière utile et pas forcément à consommer de l'énergie pour pouvoir le faire. Et dans le cadre de notre client, alors j'ai un peu masqué les données sensibles pour pas être trop divulgué d'informations par rapport à nos clients, mais nous avons en fait mis en place un mode de pilotage par Kanban, donc du Kanban entre guillemets bête et méchant, mais qui nous permet en fait de pouvoir piloter la fabrication des produits et leur utilisation et la mise en place suivant ces différents tanks à bière, donc ces réservoirs de bière qui nous permettent de faire la garde, et de pouvoir les utiliser de manière euh, efficiente, c'est-à-dire de ne pas refroidir des produits qui étaient en stock et qui n'allaient pas être consommés. Donc c'est pour ça aussi que je vous parlais, lorsqu'on parlait des gaspillages ici, dans un premier temps, avant d'avoir mis en place ce fonctionnement, où nous avions de la surproduction parce qu'il y avait de la bière qui était en tank de garde et qui était refroidie pour ne pas être utilisée et consommée tout de suite. Donc nous avons travaillé sur la fabrication, sur le comment faire en sorte que d'avoir la bonne bière au bon moment par rapport aux consommations réelles. Donc encore une fois, une utilisation bête et méchante du Kanban, mais qui nous a permis de faire des économies importantes sur le refroidissement d'un certain nombre de fûts, puisque les fûts non utilisés étaient fermés et donc pas refroidis de manière inutile. Autre chose aussi, sur un pilotage d'une ligne de bière, pareil, donc là, je vous ai parlé de la fabrication de la bière, mais si on va sur la partie embouteillage, pareil, nous avons des besoins aussi importants en termes d'eau pour pouvoir fonctionner, en termes de température, encore une fois, nous avons besoin de chaud, de vapeur pour la pasteurisation de la bière, nous avons besoin d'eau chaude pour pouvoir faire laver les bouteilles qui reviennent avec les étiquettes, et nous avons besoin de froid au niveau de l'embouteilleuse pour pouvoir embouteiller de manière correcte et le produit, parce que pour pouvoir garder le CO2 et faire en sorte que les bouteilles soient remplies correctement, il faut que la température de la bière qui est embouteillée soit suffisamment fraîche pour pouvoir conserver le CO2 à l'intérieur et faire en sorte que le produit ne sorte pas, éviter les bouteilles mal remplies. Donc encore une fois, beaucoup de consommation des lignes, et en fait là, nous étions chez un autre client, lorsque nous avons fait l'observation sur l'utilisation des lignes telles qu'il l'avait fait, donc en termes de planification, en termes de lancement, nous nous sommes rendus compte que suivant les différentes semaines de la semaine et suivant les différentes lignes de produits que vous voyez en différentes couleurs, les lignes n'étaient pas occupées, n'étaient pas saturées,
Et on devait donc utiliser de l'énergie dans un premier temps pour remettre à température les machines, donc tout ce qui est pasteurisateur, tout ce qui est machine à laver les bouteilles, parce que comme on travaillait que en 1.8 ou en 2.8 sur certaines machines, bah forcément les machines s'arrêtaient, refroidissaient, et de manière systématique, nous devions les faire redémarrer. Donc il y a eu toute une analyse ligne qui a été faite sur voir comment on pouvait planifier correctement les machines, qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir les planifier correctement. Donc il y avait des notions de SMED à faire pour pouvoir retrouver de la capacité sur un certain nombre de lignes, faire des arrêts stratégiques sur certaines lignes et travailler en fait sur tout un plan d'amélioration qui a été mis en place pour pouvoir travailler sur ces lignes. Donc encore une fois une utilisation de tous les outils lignes pour faire en sorte que, en fait, à la fin, avec les conditions du marché actuel, il y avait une ligne, donc la ligne E, qui a été saturée à 90%, la ligne B qui a été saturée à 70% par rapport à ce qui avait été prévu. Et donc, pour pouvoir saturer la ligne E, la ligne B, la ligne A, la ligne E, la ligne A, bah, encore une fois, un certain nombre de chantiers SMED ont été mis en œuvre, ont été mis en place, de manière à pouvoir saturer ces lignes, de faire en sorte que leur capacité soit utilisée à plein. Donc, ce qui nous a permis de travailler sur la ligne C avec des produits un peu spécifiques et qui étaient plutôt des produits en petite quantité, et des produits un peu exotiques par rapport à la production, et de fermer carrément une ligne, donc faire en sorte que la consommation d'énergie liée à la ligne B bah, devienne nulle, et donc pouvoir provoquer des économies d'énergie, de consommation d'eau, de tout le fonctionnement que l'on peut avoir derrière. Donc ça, c'est l'utilisation des outils classiques du Lean d'une manière habituelle, d'une manière naturelle, mais on voit que par conséquence, par rechercher l'optimisation d'un certain nombre de choses, nous allons, en passant entre guillemets, permettre d'améliorer la consommation d'énergie, de faire des économies et d'aller plus loin. Alors par contre, ça, des fois, ça peut ne pas suffire par rapport à ce que l'on cherche, et on va rentrer dans une démarche réelle d'économie d'énergie, pas juste en utilisant les outils lignes tels que le 5S, tels que l'inspection initiale, tels que le SMED, tels que le comment, qui par leur fonctionnement intrinsèque vont nous permettre de faire des économies d'énergie. On va aller beaucoup plus loin et on va aller rentrer dans un certain nombre de démarches beaucoup plus intensives, beaucoup plus fondamentale par rapport au fonctionnement. Donc pour cela, on va utiliser en fait quelque chose qu'on retrouve de manière classique, mais on va mesurer, maîtriser et améliorer ce qui se passe dans une ligne. Donc encore une fois, sur la partie mesurée, le but du jeu, lorsque l'on cherche à faire des économies d'énergie, c'est de bien observer où sont nos consommations d'énergie. C'est-à-dire de ne pas regarder ailleurs, ne pas se focaliser sur un certain nombre de choses. Donc un peu ici comme nos photographes qui ne voient pas la baleine qui est juste derrière eux. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir mesurer de manière correcte ce qui se passe dans l'entreprise. Donc on va faire de la mesure de consommation d'électricité, et pour cela, le plus simple, c'est de suivre le schéma électrique de l'usine et d'installer des compteurs aux endroits pertinents. Et donc, c'est ce que l'on va retrouver, par exemple, sur le schéma ici, ci-dessous, où, en fait, vous avez le détail, en fait, de toutes les installations, de tous les moteurs, de tous les équipements de la ligne, et sur lesquels ont été installés des compteurs qui vont nous permettre de mesurer et d'aller intégrer un peu plus ce qui se passe sur le fonctionnement. Et puis après, à chaque ici, donc nous avons le C108 en bas sur la gauche de notre diagramme. Et puis, on va pouvoir les décomposer un petit peu plus tôt, de manière plus fine, au niveau, c'est les camemberts que vous avez sur la droite de l'écran, qui vont nous permettre de nous rendre compte, en fait, par équipement de la ligne 2, de rentrer un peu plus dans le détail, et après, pour aller voir quels sont les éléments qui consomment le plus. Donc ça, c'est plutôt sur la partie électricité. Dans une brasserie, ce que l'on va faire aussi, c'est qu'on va aller regarder l'eau. C'est là aussi, encore une fois, un élément important qui rentre dans le fonctionnement d'une brasserie. Et le but du jeu, c'est de voir où on consomme de l'eau et comment on fait. Donc on va utiliser exactement le même principe
sur lequel on va pouvoir mettre des compteurs à certains endroits, à un certain nombre de places, pour voir en fait quelles sont les machines qui consomment énormément, quelles sont les machines qui consomment le plus. La différence qu'il va y avoir entre l'eau et l'électricité, c'est que souvent dans l'eau il y a des fuites. L'électricité, il y a très très peu de fuites, ça n'existe pas dans le fonctionnement. Par contre, dans l'eau, on peut avoir des fuites à certains endroits. Et donc, on va essayer de regarder un peu, faire en sorte que la somme des compteurs soit égale au compteur total. Et s'il y a une différence entre la somme des compteurs, des sous-compteurs et du compteur principal, c'est que quelque part, on a de l'eau qui se perd et qu'il va falloir aller tracer. Un des outils ou quelque chose qui nous permet aussi de comprendre assez facilement cette consommation d'eau, c'est ce qu'on appelle le 5K diagramme. Donc qui permet aussi de pouvoir voir les répartitions de consommation, éventuellement voir les récupérations qui sont faites d'une manière d'un secteur à l'autre et qui permettent de voir comment se répartissent les consommations. Donc là, bon, c'est un petit document en allemand, mais c'est juste pour illustrer le diagramme, et nous pourrons trouver en fait les différentes machines, les différents secteurs, et voir un peu comment la consommation se répartit, comment éventuellement nous avons déjà une partie de récupération d'énergie, et voir comment cela se profile. Et ça, c'est un outil en fait qui permet à tout le monde de comprendre beaucoup plus facilement que d'avoir encore une fois cette répartition telle qu'on la voit là avec les compteurs où ils sont positionnés. Mais ici, nous allons voir vraiment comment la répartition se fait. Très bien. Ça, maintenant, nous mesurons, mais le but du jeu, c'est de maîtriser. Pour pouvoir maîtriser, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'avoir la valeur instantanée ou la valeur de la consommation, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir déjà l'évolution dans le temps. Si on regarde l'évolution dans le temps de ce qui se passe en termes de consommation, là, typiquement sur de l'eau en process, nous allons voir qu'il y a des variations qui se passent, mais par contre, on pourra éventuellement détecter un certain nombre de choses, un certain nombre de fuites supplémentaires, par exemple, qui vont apparaître. Par contre, cela ne nous dit pas est-ce que cette consommation est normale par rapport au process que j'utilise ou pas. Donc là, ce que nous avons, c'est une consommation qui est en mètres cubes. Ce qui va surtout nous intéresser aussi, c'est pour pouvoir se comparer euh, à d'autres industries, à d'autres entreprises du même secteur par rapport à ce qu'on en fait, c'est de la consommation par unité produite. Alors, dans la bière, on parle en la quantité de bière fabriquée ou la quantité de bière produite, on parle en hectolitres, 100 litres, et c'est l'unité de base de travail. Par contre, ce que vous voyez dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on va suivre ici sur ce graphe-là, c'est la consommation d'eau donc d'hectolitres d'eau par hectolitre de bière produite. Et donc là, on va pouvoir voir maintenant commencer à rentrer dans ce qu'on appelle des indicateurs de performance énergétique, donc qui se rapprochent fortement des indicateurs physiques de performance, où lorsque l'on se dit, pour pouvoir fabriquer tel ou tel produit, nous fabriquons ce produit sur telle surface, et donc nous utilisons un espace de manière efficace, oui et non. Là, maintenant, nous allons pouvoir regarder la consommation d'eau par rapport à la fabrication de la bière pour pouvoir surveiller ça de manière très très fine, et surtout aussi pour pouvoir se comparer en termes d'efficience par rapport à nos concurrents ou par rapport à nos collègues de la même entreprise. Alors bien évidemment, nous allons garder les deux mesures, à la fois la consommation absolue et la consommation en référence par rapport à la quantité produite, de manière à pouvoir s'assurer que l'on travaille de manière correcte et efficiente. Typiquement, cet indicateur d'eau utilisée par litre de bière fabriquée, c'est un indicateur que l'on retrouve de manière très très classique, et on voit que effectivement sur cette brasserie nationale au Luxembourg, la consommation d'eau utilisée pour fabriquer un litre de bière a été fortement réduite au fur et à mesure des années par la mise en place d'un certain nombre d'opérations d'amélioration dans le processus, par la modification d'un certain nombre de conditions de fonctionnement, et qui ont fait en sorte que maintenant, pour pouvoir fabriquer un litre de bière, là dans le schéma qu'ils ont, ils utilisent en fait 2,5 litres de bière. Et encore une fois, plus je suis fin et plus je suis comment dire, plus j'ai réduit ma consommation par rapport à mon processus. Ce que l'on a vu au tout début de la présentation, donc la moindre fuite d'eau, la moindre
consommation inutile d'eau, va avoir un impact fortement important. Par rapport à la première ligne en 1980 où j'avais une douzaine ou 13 litres d'eau pour fabriquer un litre de bière, une petite fuite, c'était noyé dans la masse de la fabrication globale. Maintenant, sur les 2 litres et demi sur les 2 hectolitres et demi pour fabriquer un hectolitre, le moindre fuite d'eau qu'il y a sur une machine, ça va remplir mon 3e verre rapidement. Et donc ça, on va le voir de manière très sensible, d'où, encore une fois, le fait de passer dans un premier temps par les outils de base du Lean, qui sont le 5S et l'inspection initiale, qui vont nous permettre aussi de retrouver un niveau maîtrisé de voir ce qui se passe. Après, nous allons rentrer dans la partie améliorée. Donc maintenant, nous savons mesurer, nous savons où nous consommons les choses, nous voyons à peu près où nous allons, ce qui se passe de manière importante. Mais par contre, en valeur absolue, une consommation importante est-elle normale, oui ou non? Nous allons rentrer en fait dans des outils de manière un peu plus spécifique, et ce qui va s'appeler maintenant, ce qu'on va appeler la énergie VSM, donc Energy Value Stream Mapping. Et en fait, c'est un outil qui est basé sur la VSM telle que nous connaissons. Encore une fois, nous allons retrouver toutes les étapes de notre processus, et ce que l'on fait en manière de résultat lorsque nous avons fini d'établir notre VSM, c'est ce qu'on appelle le graphe temps-valeur, que l'on retrouve en bas de la VSM et qui nous permet de calculer l'efficience de notre processus. Donc on va retrouver les opérations en valeur ajoutée dans le créneau bas et le temps passé à faire de la non-valeur ajoutée dans les créneaux hauts. Et nous allons compléter cette VSM en travaillant sur les databox. Et les databox, donc la boîte de données que l'on retrouve à chaque opération, nous allons la compléter par des données supplémentaires qui n'étaient pas utilisées initialement lorsque l'on parlait, on se focusait principalement sur des notions de temps, mais nous allons retrouver en fait, par exemple, ici, des électricités à valeur ajoutée, de l'électricité à non-valeur ajoutée, de l'eau à valeur ajoutée et de l'eau à non-valeur ajoutée. Encore une fois, lorsque je fais des opérations en valeur ajoutée, l'énergie que je consomme, a priori, me permet de transformer mon produit. Et lorsque je fais des opérations à non-valeur ajoutée, lorsqu'il se passe des temps d'attente, lorsqu'il se passe des choses, je consomme de l'énergie pour rien. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que lorsque je fais de la transformation de mon produit, est-ce que je fais que de la valeur ajoutée? Est-ce que j'utilise que de l'énergie à valeur ajoutée? Ou est-ce qu'il y a encore de la consommation d'énergie qui n'apporte pas de valeur ajoutée? Je pense typiquement à des machines-outils dans lesquelles je dois avoir de l'énergie pour faire la coupe, pour faire des copeaux, pour faire la coupe. Et donc ça, cette énergie est utile. Par contre, l'énergie pour maintenir en stabilité ma machine et tout ce que je peux utiliser en dehors, c'est de l'électricité, c'est l'énergie à non-valeur ajoutée. Donc voilà, sur ça après on pourra, c'est quelque chose sur lequel il va falloir rentrer un peu plus dans le détail sur comment on est composé, mais encore une fois, le but du jeu, c'est de créer une cartographie, une illustration de quelles sont les consommations que j'ai sur mon processus en termes d'électricité, en termes d'eau, et encore une fois dans mon exemple. Le but du jeu étant de pouvoir s'assurer que je puisse retrouver un certain nombre d'efficiences par rapport à cette consommation, suivant les différentes étapes de mon processus, et donc de pouvoir identifier dans mon processus quelles sont les étapes qui consomment le plus, et est-ce que cette consommation est la consommation utile et nécessaire par rapport à mon processus. Et bien évidemment, ce que l'on va faire, on va recalculer les calculs d'efficience. Alors, encore une fois, les calculs de l'efficience classiques que l'on a lorsqu'on fait une VSM classique, on va regarder le temps de valeur ajoutée sur le temps de traversement produit, et ça va me permettre de calculer l'efficience. Nous allons faire exactement les mêmes calculs qui vont nous permettre en fait de s'assurer que on a une efficience énergétique et que l'on va encore une fois chercher à améliorer. Le but du jeu étant que nous rapprochons le plus possible du 100%, que toute l'énergie que nous consommons soit consacrée à transformer notre produit et à transformer notre produit de manière efficace et efficiente, donc apporter de la valeur ajoutée, et non pas de l'efficience, de l'énergie dépensée
ou de l'eau consommée pour pouvoir, de manière inutile, et donc, c'est-à-dire notre surconsommation. Donc ça va nous permettre en fait de détecter où il va falloir rentrer en termes d'amélioration, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va falloir, où sont nos surconsommations, et ça va nous permettre encore une fois, par rapport à ce qui se passe de manière classique dans une VSM, c'est d'identifier des chantiers de transformation, d'identifier des chantiers de modification, d'identifier des endroits où améliorer mon processus, donc à la fois en termes de temps, mais aussi en termes de consommation d'énergie, et de pouvoir en fait s'assurer que ce que l'on est en train de faire, c'est quelque chose qui va pouvoir travailler. Donc après, on va rentrer maintenant dans ce que l'on pourrait dire un catalogue d'opportunités d'amélioration, où on va retrouver un certain nombre de choses, de petites choses à faire qui vont nous permettre d'améliorer. Donc là, on va dans un premier temps parler des choses. Donc sur les moteurs électriques, c'est bêtement les arrêter quand ils ne devraient pas tourner. C'est un peu ce que je vous ai montré sur le convoyeur, la petite vidéo que je vous ai montré. En fait, le moteur tourne, le moteur force en plus, puisqu'il y a du frottement supplémentaire par rapport à ce qu'il devrait être. Donc on est en train de consommer de l'énergie pour rien. Après, on va rentrer dans des choses un peu plus complexes. On va essayer de dimensionner les moteurs, mettre le bon moteur au bon endroit, faire en sorte que ces moteurs qu'on utilise, qui sont sur place, mais qui ne sont pas forcément utilisés dans la bonne plage de puissance, on va devoir les dimensionner et éventuellement les remplacer par des moteurs un peu plus optimum. Et aussi, par exemple, en termes de pilotage, en termes de fonctionnement, c'est mettre en œuvre des variateurs de vitesse qui vont nous permettre de s'assurer du bon fonctionnement et de l'utilisation correcte de ces moteurs. Autre exemple, sur l'air comprimé, maintenant, encore une fois, on revient au 5S, inspection initiale, c'est déjà commencer par faire la chasse au fluide d'air. Quand vous prenez dans l'usine et que vous entendez un sifflement, vous savez que pareil, vous allez avoir votre compresseur qui va travailler et qui va faire en sorte, qui va devoir compenser les pertes de fonctionnement. De la même chose qu'on parlait du mesurement des moteurs, on peut rentrer aussi dans des solutions un peu plus techniques sur lesquelles on va faire en sorte d'aspirer l'air le plus profond possible, donc de manière à augmenter le rendement du compresseur et faire en sorte que la compression se fasse de manière beaucoup plus efficace. Mettre en œuvre les réservoirs aussi intermédiaires qui vont nous permettre en fait de s'assurer d'avoir une pression au bon endroit dans la ligne de fabrication et avec des clapets anti-retour par exemple de s'assurer que cette pression reste de manière cohérente par rapport au fonctionnement de la ligne sans avoir à devoir toujours faire en sorte que le compresseur tourne de manière continue parce que nous aurons la bonne pression au bon endroit au bon endroit. Éviter les soufflettes, ça revient aussi à faire la chasse au fil d'air. Les soufflettes pour nettoyer qu'on utilise souvent, voilà, c'est aussi on s'en rend pas compte, mais c'est aussi une consommation très très importante en termes d'air comprimé. D'autres opportunités, donc tout ce qui est alors HVAC, c'est plutôt en anglais, donc tout ce qui est chauffage, ventilation, air conditionné, ainsi de suite. Bêtement, encore une fois, de la programmation horaire, faire en sorte que l'on chauffe au bon moment ou que l'on refroidisse au bon moment. On peut faire aussi de la récupération d'énergie, ça c'est quelque chose qui est très très important, que l'on fait très très peu, mais que faire en sorte que en fait nous établissons une cartographie, donc à la fois des bâtiments eux-mêmes, mais aussi éventuellement comme je vous disais tout à l'heure, que dans une ligne de bière par exemple, où il y a beaucoup de froid, il y a beaucoup de chaud, il y a des températures intermédiaires, et comment je vais créer ces températures intermédiaires en utilisant des échangeurs de chaleur qui vont nous permettre de travailler de manière correcte sans avoir à réutiliser de l'énergie pour pouvoir avoir la bonne température. De la même façon, on peut faire en sorte d'utiliser un peu sur le principe de la VMC double flux, c'est de préchauffer l'air entrant avec l'air sortant, des équipements qui permettent, encore une fois, de faire des économies d'énergie parce qu'on va pouvoir rentrer un certain nombre de choses. Et après, on peut aller aussi dans les bâtiments, où dans les bâtiments, nous allons limiter la surchauffe en installant des stores ou des pare-soleil sur les ouvertures, par exemple. Donc là, on est plutôt de manière passive, mais c'est quelque chose qui peut être très très important. Dimensionner les ouvertures correctement, éviter les courants d'air lors de la journée et de manière à ce que lorsqu'on est au chaud et que l'air extérieur est très très froid comme en cette saison, éviter des déperditions d'énergie. Et à l'inverse, par exemple, l'été, c'est optimiser la circulation d'air pour pouvoir faire un refroidissement naturel et qui permette d'éviter de brasser de l'air frais, de le refroidir pour pouvoir avoir une bonne température et récupérer les économies d'énergie. Donc là, encore une fois, ce sont quelques opportunités
qui rentrent en fait dans des choses assez simples, assez limitées en termes de fonctionnement. Par contre, je vais utiliser deux exemples différents pour montrer que on peut aller aussi dans une démarche beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante d'économie d'énergie. Donc là, par exemple, l'illustration, c'est chez Michelin. Pour pouvoir comment dire vulcaniser les pneus, pour pouvoir les vulcaniser, il faut chauffer. Et avant, la chauffe se faisait par des processus de cuisson qui utilisaient de la vapeur et des chaudières à gaz. Ils ont complètement transformé leur processus, ils ont complètement transformé leur façon de faire, et ils ont utilisé un certain nombre de procédés qui vont utiliser de l'électricité, et qui va permettre en fait de travailler de manière beaucoup plus efficiente, et surtout par rapport à la consommation de gaz ou de charbon pour fabriquer la vapeur, d'utiliser de l'énergie qui est plutôt faible en carbone, hein, l'énergie nucléaire comme on dit, et qui va permettre d'améliorer ça. C'est pas juste l'avantage qu'on peut avoir par rapport à ce fonctionnement de passer de la vapeur à l'électricité. L'électricité en fait permet de chauffer de manière précise à un certain endroit et de manière vraiment pilotable. Donc de ne chauffer que quand j'en ai besoin. Lorsque l'on travaille avec des processus type la vapeur et ainsi de suite, en fait on a une très très grosse inertie dans le système sur lequel il va falloir avoir une chaudière de vapeur qui est à un certain endroit de l'usine, faire amener le fluide de manière importante à l'endroit où on veut chauffer. Et puis après, il va falloir chauffer de manière aussi très très limitée. Donc on a une très très grosse inertie. Les variations de température sont pas très faciles à gérer, à maîtriser. Alors qu'avec un système électrique, on va pouvoir avoir cette agilité sur le fonctionnement des températures, donc pouvoir aussi avoir de la flexibilité dans le processus, de passer d'un produit à un autre de manière assez facile, et de pouvoir, par exemple, réduire mes tailles de l'eau. Donc ça, c'est un exemple vraiment de transformation d'un processus. Donc là, ils ont changé des machines de manière assez fine et pouvoir améliorer leur processus. On peut aller encore beaucoup plus loin et sur des hauts fourneaux, où maintenant la tendance est encore une fois de passer d'un chauffage type charbon, type gaz ou ainsi de suite, à des fours à arc électrique qui vont pouvoir permettre de travailler encore une fois de manière beaucoup plus haussée. Donc là, c'est pas un équipement de l'usine comme on a pu voir chez Michelin, mais là c'est carrément l'usine entière qui est transformée de manière à pouvoir utiliser cette réduction d'émissions, parce qu'on va passer encore une fois d'énergie fossile à d'énergie en électricité nucléaire. Et encore une fois, l'inconvénient de ces hauts fourneaux, ce qu'on avait avant, c'est que ces hauts fourneaux devaient rester chauds, il y avait une inertie très très importante en termes de chauffage, donc il fallait qu'ils travaillent de manière continue, donc encore une fois, avec des tailles de l'eau importantes, avec des tailles de l'eau conséquentes par rapport à notre fonctionnement. Et donc, il va falloir, encore une fois, qui n'était pas forcément compatible avec un marché où on veut avoir des produits, une agilité sur les produits et pouvoir les différencier assez rapidement. Alors qu'encore une fois, en passant par cette nouvelle technologie, alors nouvelle, pas forcément, mais par une technologie différente liée aux arcs électriques, on va pouvoir retrouver de l'agilité et de ne consommer de l'énergie qu'au moment où j'en ai besoin, plutôt que de consommer de l'énergie pour maintenir chaud mon four. Donc en synthèse, euh, ce que l'on va pouvoir retrouver, c'est que, encore une fois, le lean intrinsèquement, il va nous permettre de réduire notre consommation d'énergie. Ce qu'on va chercher, c'est qu'on va chercher à optimiser nos processus, on va chercher à réduire nos gaspillages, on va faire en sorte que notre poste de travail soit organisé de manière correcte. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir travailler et de commencer à travailler sur la réduction d'énergie. Encore une fois, dans le 5S, il y a un S qui est vachement important, c'est le troisième, le nettoyer, qui va nous permettre en fait d'aller faire cette chasse au gaspillage de temps, mais c'est surtout au gaspillage d'énergie. Encore une fois, quand on nettoie, on fait une inspection. Donc on va aller pouvoir aller chercher toutes les fuites, tous les petits problèmes qu'il peut y avoir sur la ligne et qui va nous permettre en fait de travailler, d'aller rechercher correctement comment nous allons pouvoir optimiser ça. Après,
encore une fois, si on monte d'un cran, nous avons des outils qui nous permettent, par leur utilisation, encore une fois, intrinsèque, mais qui vont nous permettre d'optimiser les processus de manière un peu plus profonde, de mieux travailler de manière correcte, avec, encore une fois, principalement une recherche de gain de temps. Donc là, je parle du command et du SPED, une recherche de gain de temps, une recherche d'efficience dans les processus, une recherche de non-perte de temps. Et encore une fois, lorsque j'optimise ces non-pertes de temps, ben, c'est de la non-énergie qui est utilisée. Donc on va pouvoir travailler d'une manière correcte et commencer à rentrer dans des économies d'énergie de manière importante qu'on va maîtriser. Et puis encore une fois, si ça ne suffit pas, on va rentrer dans un outil qui va nous permettre en fait une transformation, une amélioration d'un outil, on l'a complété, donc qui est la VSM, sur lequel on va se focaliser sur l'énergie et qui va nous permettre en fait de rentrer dans un certain nombre euh, d'observation, de comprendre comment ça va se passer. Donc on va commencer par des mesures, on va commencer par mettre en place des compteurs à gauche à droite pour comprendre où on consomme de l'énergie. On va essayer de se rapprocher, est-ce que cette consommation d'énergie par rapport à mon processus de fabrication, est-ce qu'elle est adéquate, oui et non. Et si elle n'est pas adéquate, bah, quels sont les chantiers de transformation que je vais mettre en œuvre. Encore une fois, on peut passer par un catalogue de petites actions ou d'actions, on va dire, assez simples qui vont permettre de nous transformer de manière importante, jusqu'à, pour certaines entreprises, soit aller transformer les machines par elles-mêmes, le processus et la technologie utilisée pour faire la machine, ou soit dans le cas d'ArcelorMittal, aller dans un cas beaucoup plus important, où c'est carrément l'usine par elle-même qui est transformée, parce qu'on change carrément de processus. Voilà, donc j'ai fini ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Franck, je ne sais pas si tu as pu avoir des questions. Oui, alors pour l'instant, on n'a pas de questions de la part de nos participants. Sachez qu'un mail va partir d'ici 1 heure. Vous aurez le replay en lien de ce mail, si vous désirez revoir cette présentation. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous les poser également par mail, et on fera un plaisir d'y répondre. Voilà, merci à vous pour votre participation, et Emmanuel, du coup, je te laisse conclure, et nous allons mettre fin à ce webinaire. Donc encore une fois, le résumé de ma présentation, c'est que nous pouvons déjà faire un certain nombre de quantités d'économie d'énergie, de consommation de ressources en appliquant les principes de Basuline et nous pouvons encore aller plus loin parce qu'en utilisant des outils qui vont nous permettre d'identifier, d'aller beaucoup plus loin en termes de compréhension de ce qui se passe en termes de consommation d'énergie pour pouvoir aller chercher des économies beaucoup plus importantes. Voilà, merci Emmanuel, merci à vous pour votre participation, et nous vous disons à la prochaine. Merci à vous, et n'oubliez pas le mail d'ici 1 heure avec le lien qui emmènera sur le replay de ce webinaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler par email. Merci à vous, bonne journée à tous, au revoir.